Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. L'épidémie s'accélère fortement, c'est ce qu'a dit Jean Castex hier en fin d'après-midi. Situation critique en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, nouvelles mesures, 16 départements, donc 8 d'Île-de-France, 5 des Hauts-de-France, plus les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure, qui passent avec un régime particulier, 21 millions de Français. Alors, dans ces départements ne resteront ouverts que les commerces vendant des biens et des services de première nécessité. On a appris que les coiffeurs allaient rester ouverts. Ça fait 110 000 commerces dans 16 départements qui vont devoir fermer. Sortie en extérieur permise en journée dans un rayon de 10 km. Comment faire respecter ces règles? Première question. Et ensuite, déplacements interrégionaux interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Alors là, j'aimerais savoir ce que vous avez compris. Par exemple, si je vais d'Aquitaine en Occitanie, de régions différentes, est-ce que je peux? Ce qui est très important dans ces mesures, c'est que c'est des mesures ciblées à tout point de vue. C'est des mesures ciblées d'un point de vue territorial, c'est-à-dire elles sont prises dans les endroits où le virus est particulièrement circulant. Et deuxièmement, c'est ciblé, je dirais, sur le plan thématique, en tirant toutes les conséquences de ce que nous apprenons mondialement depuis un an, c'est-à-dire le fait que les grandes contaminations ont lieu surtout dans les lieux fermés, lorsqu'on a enlevé son masque, lorsqu'on est à proximité les uns des autres, beaucoup plus que quand on est en plein air. Donc les mesures, du coup, sont faites pour éviter les brassages, tout simplement. Elles sont faites pour éviter qu'on se retrouve à plusieurs en milieu fermé en se contaminant et éviter aussi les grandes circulations. Donc, moi, je me pose des questions précises, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que je vais pouvoir circuler d'une région à l'autre? Non, le Premier ministre a été très clair hier soir sur le fait qu'il n'y avait pas de circulation d'une région à l'autre, bien sûr. C'est-à-dire que si je pars en week-end, je sais pas, aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir dans ma région? Non, c'est outre que c'est pas dans mon portefeuille ce point-là. Mais j'aimerais savoir ce que vous avez compris, parce que moi je n'ai rien compris. Je vous le dis tout de suite, je n'ai rien compris. Sur un certain nombre de choses qui sont annoncées, comme hier soir, vous avez toujours ce qu'on appelle le CIC le lendemain de chaque déclaration du Premier ministre, c'est-à-dire les précisions qui viennent pour tous les cas de figure. Parce que si vous voulez, on peut faire une casuistique sur chaque point. Oui, et donc il est tout à fait normal que... Il est dommage qu'on ne les ait pas, les précisions. Parce que vous allez les avoir domaine par domaine, mais là, s'agissant des déplacements, ça concerne les régions qui ont été définies hier soir par le Premier ministre vers l'extérieur, et évidemment, ça vaut dans un sens comme dans l'autre. Autrement dit, le but, c'est assez simple, on veut éviter qu'il y ait expansion du virus, des régions les plus concernées vers les régions les moins concernées. Bien, nous verrons si 16 départements... C'est suffisant. Nous verrons au fil du temps et dans les semaines qui viennent. Couvre-feu dans toute la France, 19h au lieu de 18h, parce que nous allons changer d'heure. C'est la raison première. Là aussi, c'est du pragmatisme pour tenir compte à la fois de l'évolution de la saison, et puis, encore une fois, pour tenir compte du fait que c'est pas le fait d'être en plein air qui est le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est de créer du brassage. En fait, c'est un confinement qui ne dit pas son nom, quoi. C'est un mot qu'on ne prononce plus, que plus personne ne veut Non, moi, on pourrait l'appeler confinement ciblé en particulier. Encore une fois, il s'agit d'aller au plus fin possible vers les vrais facteurs qui contribuent à la contamination. Alors justement, on va parler de l'air libre, de ces lieux aérés où on va pouvoir vivre finalement. Il vaut mieux vivre dehors dans un lieu aéré, si j'ai bien compris, que chez soi, dans un magasin ou ailleurs enfermé, et notamment peut-être dans une école. On va en parler. Alors l'école, justement, les écoles vont rester ouvertes. Là, vous avez tenu bon. Oui, parce que vous avez tenu bon. Est-ce qu'il y a eu une tendance à... Non, tout le monde était sur la même ligne. Il y a toujours de la discussion dans l'ensemble de la société française, d'ailleurs, et évidemment aussi dans la sphère de l'appareil d'État. Mais ce qui est très important, c'est de rappeler, j'ai dit à l'instant que c'était un confinement ciblé, que notre priorité, c'est les enfants, les adolescents, les jeunes. Et ce ne sont pas des vains mots, ça influence toutes nos décisions. Et donc la plus grande des priorités, c'est évidemment l'école, et c'est pourquoi elle reste ouverte. École maternelle, élémentaire, collège, ouvert. Le lycée, demi-jauge totale. Ça veut dire demi-jauge totale, demi-classe par jour. Comment ça va être organisé? Oui, c'est l'idée toute simple, c'est un élève sur deux dans chaque lycée. Donc on parle là d'un quart des lycées de France, puisque on parle des lycées d'Île-de-France et des Hauts-de-France. Cela représente environ 1000 lycées, 1021 lycées exactement. Alors, vous aviez déjà une partie d'entre eux qui étaient déjà en mode hybride, donc pour eux, ça ne change pas. Par contre, désormais, c'est 100% des lycées de
de ces territoires qui vont être en demi-jauge, de façon à limiter les brassages. Et on sait que c'est plus un élève est âgé, plus un enfant est âgé, plus le sujet de la contamination est important. Donc, c'est pourquoi la mesure est ciblée sur les lycées. Et vous savez, école maternelle, école primaire, collège, de nouvelles mesures? Non, on maintient les protocoles sanitaires stricts tels qu'ils existent aujourd'hui. Hein. Je rappelle que quand même, on a par exemple encore tous les enfants des écoles primaires avec un masque. On a des protocoles sanitaires stricts. On a la stratégie tester, alerter, protéger qui monte en puissance avec des tests salivaires qui se déploient dans les écoles primaires. Donc c'est toute une technique qui nous permet de garder l'école ouverte. Le sujet n'est pas mince. Jean-Jacques Bourdin. Je veux vraiment redire aujourd'hui à quel point la France se distingue positivement dans cette question des écoles ouvertes. Hier, je parlais avec les représentants de l'UNESCO et de l'OCDE, c'est-à-dire les personnes qui observent l'éducation à l'échelle mondiale. En Angleterre, ils ont perdu 20 ans de lutte contre les inégalités sociales en une année. Vous avez des centaines de millions d'enfants qui sont déscolarisés dans le monde. Nous, les Français, nous sommes le pays de plus de 15 millions d'habitants qui a le plus maintenu les écoles ouvertes. Eh bien, c'est un investissement sur l'avenir hors du commun. Il y a un risque de catastrophe éducative mondiale à cause de cette épidémie. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est d'éviter à la France cette catastrophe. Je fais des visites dans les écoles, je parle avec les uns les autres. Les professeurs et tout le monde doit remercier les professeurs aujourd'hui, exprimer cette gratitude, parce qu'ils sont au premier rang de cette lutte pour l'éducation. On se rend compte dans la période actuelle à quel point l'école, c'est fondamental. Et donc, c'est pas une variable d'ajustement, ça reste le sujet central si on veut tout simplement l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. C'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire cette année scolaire 2020-21 est une année scolaire où les enfants français, je l'espère jusqu'au bout, jusqu'au mois de juin, n'auront pas perdu ces jours de classe qui sont des pertes catastrophiques dans d'autres pays. Les cantines, comment ça va se passer? Les cantines, il va y avoir changement dans l'organisation? Alors, c'est évidemment au cas par cas que les choses se règlent. Vous savez, parfois, on a des cantines qui sont fermées parce qu'elles n'arrivent pas à respecter le protocole. Des purificateurs d'air, par exemple, dans les cantines? Avec les collectivités locales, il arrive qu'on en installe. Il y a toujours du débat sur telle ou telle méthode, mais le fait est qu'avec les collectivités locales, il y a du travail. Vous avez des cantines où du plexiglas a été installé, vous avez des cantines où il y a des purificateurs d'air. Chaque réalité est un cas particulier. L'éducation à l'extérieur, quand la météo le permet. Anne Hidalgo. Oui, mais qui est d'ailleurs, quand on peut le faire, ça, c'est-à-dire quand la température le permet, quand il ne pleut pas, etc., c'est quelque chose qui est souhaitable même quand il n'y a pas d'épidémie. Donc il faut être pragmatique. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Nous fermons des classes aussi, bien sûr, quand il y a contamination, mais c'est... Alors justement, combien de classes et d'écoles fermées aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 2000 classes fermées, ça fait 0,4% des classes de France. C'est un chiffre qui reste raisonnable, même si c'est vrai, on observe une augmentation des contaminations. 2000 classes fermées et multiplication des cas contacts aussi, chez les enseignants notamment. Bien sûr, on a plus de problèmes, bien sûr, de remplacement. La plupart du temps, on assure le remplacement à 94% aujourd'hui. Oui. Donc il y a évidemment parfois des difficultés de remplacement, hein, mais qui sont, je dirais, un moindre mal dans la situation provisoire du dédoublement de certaines classes. Bon, ça arrivé dans l'académie de Lyon, effectivement. Oui. Ça peut être parfois. Encore une fois, il faut être pragmatique. Vous savez, on est au début du confinement. Le président de la République a dit il y a un an, c'est une guerre. N'oublions pas qu'on est dans des circonstances hors du commun. Et c'est dans ces circonstances hors du commun l'honneur de l'ensemble des acteurs de l'éducation que de permettre que ça fonctionne quand même. Alors on peut toujours me citer un dysfonctionnement ci et là, ça peut tout à fait exister. Mais globalement, l'école de la République, l'école en général, fonctionne en ce moment. Et c'est évidemment quelque chose qui doit unir la société française autour de son école, de ses enfants. Qui s'expriment. Bien sûr. Inquiétude des élèves de BTS, par exemple. Contrôle continu? Écoutez, tout dépend évidemment de l'évolution de l'épidémie, mais les élèves de BTS, comme les élèves de classe préparatoire, ont eu la chance, depuis septembre dernier, d'avoir les lycées ouverts, puisque les BTS et les classes préparatoires, ça se passe dans l'enceinte de lycée. Donc, ils ont eu une situation beaucoup plus favorable que beaucoup d'étudiants qui, du fait des restrictions liées à l'université, parce que les amphithéâtres sont plus grands, les conditions sanitaires sont différentes, se sont donc trouvés, eux, élèves de BTS, dans une situation plus favorable, qui leur a permis d'étudier. Je ne veux pas qu'aujourd'hui la revendication de contrôle continu soit la revendication dans tous les domaines, comme s'il y avait un avantage à faire le contrôle continu plutôt que le contrôle terminal. Quand on peut faire le contrôle terminal selon les règles prévues, il est préférable de le faire. Donc on va, comme à chaque fois, je regarde les situations, je discute, mais le principe c'est pour chacun de préserver autant que possible
les règles prévues au début, a fortiori comme dans le cas des BTS où on a pu maintenir les cours des élèves. Jean-Michel Blanquer, les tests dans les écoles, tests salivaires dans les écoles primaires. Oui. On en est à combien de tests aujourd'hui? Parce que chiffres, vous avez annoncé plein de chiffres. Hein. On était à 300 000, oui. On devait avoir 300 000 tests cette semaine. Oui, eh bien c'est probablement ce que nous aurons ce soir comme bilan. 300 000. Vous savez, oui, j'avais dit qu'on ferait... Écoutez, on part de zéro sur les tests salivaires. On est parti il y a 3 semaines de zéro. Et il y a toujours beaucoup d'exigences en France vis-à-vis de c'est normal. C'est normal. Mais je voudrais dire qu'on est parti de zéro et qu'aujourd'hui on est le pays qui fait le plus de tests salivaires à grande échelle dans un système scolaire, disons-le. Ensuite, il y a eu une montée en puissance et j'avais dit on monterait jusqu'à 300 000 à la mi-mars. Nous sommes à la mi-mars et ce soir, c'est la semaine où nous avons pu déployer autour de 300 000 tests. Après, l'acceptation des tests... Ce soir, nous serons à 300 000 tests. Au moins 300 000 tests proposés. En général, vous avez autour de... Attendez, proposés, oui, mais je vais vous pas réalisés, quoi. Réalisé, ça va être autour de 80% de ce qui est proposé. Nous n'y pouvons rien. Si les gens, c'est sur la base du volontariat. Et quand on fait les tests nasopharyngés, on a un taux de volontariat d'autour de 20%, 20 à 30%. Quand on fait les tests salivaires, on a un taux d'acceptation des familles, on est obligé de demander l'accord des familles, qui est de l'ordre de 80%. Donc, par exemple, la semaine dernière, on en a proposé autour de 150 000. On a eu environ 70% de taux d'acceptation. Ça nous a donc fait à peu près 100 000, un peu moins de 100 000 tests réalisés. Cette semaine, nous en aurons proposé 300 000. C'est trop tôt pour vous dire combien auront été faits en réalité. Ce sera sans doute un chiffre autour de 250 000. Donc c'est une montée en puissance. On veut toujours voir le verre à dixième vide. On a surtout, non pas vous, mais j'entends dans le débat public. Ce que je vois, jugement, je pose des questions. Ce qu'il faut bien noter, c'est une montée en puissance conforme à la courbe que nous avions prévue. Mais le plus important, c'est les résultats. C'est le résultat, bien sûr. Alors que donnent ces résultats? Ces résultats nous donnent un taux de contamination en moyenne d'environ 0,5%. Hein, donc c'est-à-dire 500 pour 100 000. Ça fait 0,5, oui, ça fait 5 pour 1000. 0,5%, ça fait 5 pour 1000. Ça fait 500 pour 100 000. Ça fait 500 pour 100 000, on peut... C'est au-dessus du taux d'incidence. 5 000 pour 1 million. C'est au-dessus du taux d'incidence. Oui, mais c'est tout à fait... Ça veut dire que le virus circule dans les écoles, et largement. Bien sûr que le virus existe partout dans la société, mais dans l'école... Les enfants qui sont contaminés, la plupart du temps, quand on remonte la chaîne de contamination, c'est pas du tout à l'école qu'ils se sont contaminés. Ils se sont contaminés en famille. Donc, le fait d'aller en milieu scolaire n'est pas... contaminent les familles quand ils rentrent chez eux. Non, c'est plutôt qu'ils peuvent éventuellement contaminer à l'école quand ils arrivent de leur famille. Mais il faut toujours se poser plusieurs questions sur... les choses sont pas aussi simples que ça. Premièrement, que se passe-t-il pour les enfants s'ils ne sont pas à l'école? Ils sont la plupart du temps dans des activités sociales où ils se contaminent davantage. Deuxièmement, le fait qu'on les teste à l'école permet de remonter et de casser des chaînes de contamination que sinon on ne casserait pas. Troisièmement, on a un protocole beaucoup plus strict à l'école et ça a même une vertu pédagogique parce que les enfants sont ambassadeurs ensuite de ces protocoles stricts dans le reste de la société. Et puis quatrièmement, évidemment, les dégâts éducatifs sont énormes quand on ne va pas à l'école et donc ça justifie en soi 500 pour 100 000, c'est un taux élevé. C'est un taux élevé, ça reste un taux raisonnable. D'autant plus que si on les repère, évidemment, on casse la chaîne de contamination, que l'immense majorité de ces enfants sont asymptomatiques ou n'auront que des petits symptômes. Donc on est toujours dans un rapport avantage-inconvénient. On peut toujours souligner les inconvénients. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est de prendre des décisions en mesurant les inconvénients et en mesurant les avantages. Vous verrez quand on fera le bilan de cette crise, quand elle sera finie, c'est-à-dire, j'espère, le plus tôt possible, on verra à quel point c'était la bonne stratégie, c'est-à-dire il fallait avoir les écoles ouvertes et qu'on est en train de préserver l'avenir de la France. Jean-Michel Blanquer, comment se fait-il que les enseignants doivent payer de leur poche le reste à charge de leurs tests salivaires? Alors, un test salivaire, ça coûte autour de 60 €, la réalité. Oui. Et bien entendu, on ne fait pas payer ça. C'est gratuit pour tous les enfants. Je ne crois pas qu'il y ait un seul pays qui fasse ce que nous faisons en ce moment. C'est-à-dire d'avoir 300 000 tests gratuits pour les enfants, alors même que le coût réel de chacun de ces tests, c'est 60 €. Deuxièmement, pour les adultes, s'applique la règle de la caisse primaire d'assurance maladie, qui apparemment est assez difficile à faire évoluer, qui est que ce qui est effectivement 1 € qui se prend sur votre carte vitale sur une prochaine prestation. Ceci étant, je suis en train d'étudier avec le ministère de la Santé la possibilité d'en finir avec cette règle, mais ça ne signifie pas que vous versez 1 € au moment où on fait votre test. C'est juste quelque chose... Vous allez en finir avec cette règle? Je vais essayer. Vous savez, c'est les règles de la caisse primaire d'assurance maladie qui peuvent se comprendre. En tout cas, c'est souhaitable. Mais en tout cas, personne n'a à payer tout de suite quoi que ce soit. Et c'est la règle qui s'applique pour les adultes de la caisse primaire d'assurance maladie. C'est une règle universelle jusqu'à présent. La vaccination du personnel scolaire, et notamment des enseignants?
Alors, là aussi, vous avez souhaité qu'elle soit bien sûr, vous savez, je suis évidemment là. Il y a une règle d'ensemble qui est fixée, qui est on va des plus vulnérables aux moins vulnérables. Donc on va des plus âgés et des personnes qui ont des comorbidités jusqu'aux moins vulnérables. Certains professeurs sont déjà concernés par la vague de vaccination que nous faisons, puisque s'ils ont plus de 50 ans et qu'ils ont une comorbidité, ils ont évidemment la vaccination possible dès maintenant. Évidemment que je plaide pour que, dès que ce sera possible, c'est-à-dire dès que la vague de vaccins sera suffisante pour qu'ils soient considérés comme étant dans les catégories prioritaires, cela se passe. Donc j'espère que c'est au cours des prochaines semaines que une bonne partie des professeurs seront concernés. Nous y travaillons, mais il y a une rationalité à ce que nous sommes en train de faire. Pas de priorité. Le sport pour les enfants, donc horaire du couvre-feu, on est bien d'accord. Les gymnases restent fermés Pour l'éducation physique et sportive en temps scolaire, non, ils peuvent rouvrir. C'est une des innovations. Nous prenons en considération une autre chose, si vous voulez, c'est que nos enfants, qui sont la priorité, c'est la priorité, c'est affirmé par le président de la République et le Premier ministre en permanence. Et nous pouvons être fiers de cela et nous devons le traduire de manière concrète. Et c'est vrai pour nous tous, acteurs de la société. Les enfants, les adolescents, les jeunes doivent être notre priorité absolue. Un des problèmes de la jeunesse aujourd'hui, les petits comme les plus grands, c'est le manque d'activité physique, le risque de sédentarité, le risque de problèmes de santé liés à cela, le risque de déprime aussi, disons-le. Donc nous prenons en compte cela, notamment pour continuer à autoriser les activités sportives de plein air, dès lors qu'elles ne sont pas des activités de contact, c'est très important. Et puis, deuxièmement, nous permettons l'activité, donc l'éducation physique et sportive en temps scolaire, y compris en milieu fermé, dès lors que le protocole que nous avions élaboré au premier trimestre de cette année scolaire est appliqué de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination dans ces gymnases. La piscine en temps scolaire redevient possible. Bien, Jean-Michel Blanquer, 5000 spectateurs testés négatifs, je parle de football professionnel, testés négatifs pourront assister à un match de foot. Pays-Bas-Lituanie, un match international, le 27 mars à Amsterdam. Est-ce que c'est un exemple à suivre ? Chaque spectateur devra montrer un test négatif grâce à une application combinée au ticket du match. Ce sont des expérimentations intéressantes. Nous regardons ça avec Roxana Maracineanu de près, parce que si dans le futur, ça nous permet d'avoir un retour au stade plus rapide, évidemment que c'est intéressant. On pourrait tester cela en France ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est quelque chose que je ne nous interdis pas. Vous savez, nous parlons beaucoup avec les fédérations en permanence. En ce moment, en plus, on a une loi une proposition de loi sport qui est passée devant l'Assemblée hier et avant-hier. Nous avons évidemment un grand désir de retour au stade, mais il faut que ça se passe dans les bonnes conditions. Pourquoi pas ce type de formule ? Le cyberharcèlement, je voulais vous en parler. Le cyberharcèlement a augmenté depuis le début de l'épidémie. Alors, interdiction des téléphones portables, on le sait, au collège, fréquentation des réseaux sociaux interdite avant 13 ans. De nouvelles mesures sont envisagées. Est-ce que vous envisagez de nouvelles mesures ? On doit toujours aller plus loin en la matière. D'abord, merci de rappeler l'interdiction du téléphone portable. Elle est effective dans tous les collèges de France. C'est quelque chose qui a vraiment changé la donne, notamment pour que les élèves fassent autre chose que d'être sur leur portable, tout simplement. Et ça a une vertu éducative très importante. C'est une mesure dont vraiment tout le monde se félicite aujourd'hui. Évidemment, ça n'est pas suffisant. L'interdiction aux moins de 13 ans d'aller sur les réseaux sociaux doit être beaucoup plus effective. Elle est très difficile à appliquer. Les parents le savent bien. Et nous allons, avec les plateformes des réseaux sociaux, tenter de la faire respecter davantage. Comment ? Vous savez, c'est des sujets difficiles parce que c'est souvent des règles mondiales qui s'appliquent dans les réseaux sociaux. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un enfant de moins de 13 ans qui est sur un réseau social, le réseau social s'en rende compte, le signale aux parents. C'est la moindre des choses. On doit les responsabiliser davantage. Nous sommes dans le dialogue, mais il est évident que nous avons une stratégie très puissante dans la lutte contre le harcèlement qui commence à avoir des premiers effets. C'est-à-dire que nos enquêtes nous montrent qu'il y a moins de harcèlement en présence. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion du cyberharcèlement qui s'est produite avec le premier confinement et qui, depuis, continue à être assez intense. C'est un phénomène de société mondiale très grave qui conduit à des morts, comme la petite Alisha. Et je vais donc réunir de nouveau l'ensemble des associations, des acteurs sur ces questions. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec Adrien Taquet, en charge de la protection de l'enfance, de façon à ce que nous ayons un réel impact sur cette question, une responsabilisation
des familles en particulier sur cet enjeu. Et d'ores et déjà, ce que j'ai demandé au chef d'établissement, c'est une plus grande sévérité sur les cas de cyberharcèlement qui sont observés en milieu scolaire. Jean-Michel Blanquer, l'UNEF, le syndicat étudiant, interdit la présence de blancs, hommes ou femmes, lors de certaines réunions. Est-ce un acte raciste pour vous? Oui, bien sûr, c'est profondément scandaleux. Il y a 3 ans déjà, je dénonçais ce que faisait un syndicat en la matière. J'ai les idées parfaitement claires sur ces questions. Nous sommes dans la République française. La République française repose sur des principes que nous considérons tous comme intangibles. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Ça signifie qu'on ne distingue pas les gens en fonction de la couleur de leur peau. C'est une absurdité. Les gens qui se prétendent progressistes et qui, se prétendant progressistes, distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau, nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme. C'est extrêmement grave. Donc, soit ils le font de bonne foi, si je puis dire, en pensant bien faire, alors qu'ils font une chose folle, soit ils ont des projets politiques qui sont gravissimes, qui fragmentent la société, qui divisent les gens entre eux en fonction... Alors que la République, c'est le projet inverse. La République, c'est qu'on se fiche de la couleur de la peau des gens. Ce qui compte, c'est d'être citoyen de France. C'est condamnable ? Bien sûr que c'est condamnable. Et si ça ne l'est, et juridiquement c'est compliqué, eh bien... Et qui va porter l'affaire devant la justice, vous? Moi, je l'ai déjà porté devant la justice, s'agissant du syndicat Sud Éducation il y a 3 ans. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas ministre de l'Enseignement supérieur, mais en tant que ministre de l'Éducation, chaque fois que je constate des choses de ce type, bien sûr que je considère que ça doit être porté en justice, et je réfléchis à d'éventuelles évolutions législatives pour empêcher cela. C'est-à-dire? Eh bien, le fait que ce soit illégal, tout simplement, de faire des réunions en réalité racistes, simplement en utilisant le mot racialisé pour couvrir l'idée de racisme. Vous savez, cette pente-là est gravissime, elle s'insinue parfois dans la jeunesse avec les apparences de la générosité, de la lutte contre les discriminations. En réalité, ça monte les gens les uns contre les autres, c'est très grave, c'est anti-républicain. Et moi, si j'ai bien un projet politique, c'est celui du projet républicain, c'est ce qui fait mon adhésion au projet politique d'Emmanuel Macron dès 2017, c'est-à-dire un projet politique qui non seulement dépasse les clivages, mais veut unir la société. Unir la société sur des enjeux d'intérêt général, qui sont des enjeux sociaux, qui sont des enjeux de rassemblement, pas des choses qui fragmentent et qui divisent les gens en fonction de la couleur de leur peau. Merci Jean-Michel Blanquer d'être venu nous voir. 8h56, RMC BFM TV.